Bonsoir à tous, bienvenue à ce conseil municipal de reprise après une période de vacances sur le mois d'août. Bienvenue donc à tout le monde. Nous avons quelques excusés, donc deux qui sont bloqués là, un pour des raisons familiales et l'autre qui est bloqué sur Aix, Laurent Bresson et Christian Royer. Donc ils m'ont adressé des pouvoirs et ils me demandent de bien vouloir les excuser. Donc on va démarrer par l'appel, je crois que c'est Hélène, tu fais l'appel, merci. Bonsoir à tous. Bayon de Noyer, Yves. Biel, Marie-Hélène. Bresson, Laurent, représenté par Yves Bayon de Noyer. Mérigot, Hélène, présente. Mathieu, Stéphane. Présent. Gomez, Eliane. Royer, Christian, représenté par Madame Andrzejewski. David, Mathieu, Christiane. Présente. Gay, Patrick. Présent. Louis, Olivier. Leclerc, Jean-François. Tavernari, Roland. Fortuné, Françoise. Nicolas Jacques, représenté par Stéphane Mathieu. Thierry Blanès. Patrick Villon. Chantal Vedel. Florence Lecomte, représentée par Marie-Hélène Biel. Lionel Gomez. Florence Andrzejewski-Reynaud. Elisabeth Pereira. Laurent Rémy. Sylvie Bourdelin. Estelle Schneider. Marine Bouillin. Bon, procuration Estelle Schneider. Par mail. Vous l'avez le... Bon, vous verrez. Bruno Ripoll. Véronique Agouguet-Fernaillon. Neza El Amili. Elle va arriver. Et voilà pour l'instant. Très bien. Alors, avant l'ouverture de ce conseil municipal, je voulais saluer l'excellente organisation de la fête Parole de Beffroi qui a eu lieu ce week-end et notamment samedi. Donc, je voulais vraiment officiellement remercier tous ceux qui se sont investis pour cette organisation, bien évidemment les agents de la collectivité qui ont participé étroitement, qui ont été remerciés, mais je voulais le dire devant le conseil municipal, et puis ceux qui ont porté ce projet, donc Laurent Rémy qui en a été le chef d'orchestre avec Florence Andrzejewski. Donc merci à vous du temps que vous y avez consacré, de la qualité et je dirais de votre investissement. Et puis bien évidemment tous les autres, la rédaction du texte, Bertil Rafour-Romette a pris un temps considérable pour le réaliser, avec d'autres, avec Christian Morel et Marie-Jeanne, dont j'ai oublié le nom de famille, voilà, Yann, donc qui ont été très très actifs, merci et bienvenue. Et puis tous les nombreux taurois qui ont accepté de participer comme figurants, puisque nous avons eu au-delà des 150 enfants, des cavaliers, des gens qui venaient d'autres villages également, et donc ceci a donné une fête de très bonne qualité, dans le cadre d'un budget, je le rappelle, puisque ceci a été voté, qui se situe aux alentours de 18 000 €. Donc je pense que c'est important de le dire, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi par rapport à ce qui a été réalisé. En tout cas, c'est entre 1500 et 2000 taurois qui ont participé à cette fête, et un grand nombre nous ont adressé des commentaires extrêmement élogieux, satisfaits. Voilà. Donc je voulais que ça soit vraiment dit en préambule de ce conseil municipal. Donc nous avons un point, je dirais, avant d'accueillir un nouveau conseiller municipal, nous avons un point à traiter qui est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 juillet, et après je procéderai à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc avez-vous des commentaires sur le projet de compte-rendu de la séance du 18 juillet dernier qui vous a été adressé? Pas de commentaires. Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Il y a une opposition. Des abstentions? Donc 2 abstentions. Donc merci. Approuvé à la majorité. Merci. Donc
Je verrai les décisions du maire après, donc je demande à Pierre Clair de bien vouloir s'avancer et prendre place à la table. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, suite au décès le 15 juin dernier de Madame Christiane Martin, qui siégeait dans notre Assemblée, il convient de désigner le suivant de la liste dynamique et solidaire pour la remplacer, conformément à la réglementation et à l'article 270 du Code électoral. Donc le suivant de la liste était M. Jean-Claude Chevalier. Il a été appelé à occuper le poste vacant, mais par courrier du 20 juillet dernier, il nous a demandé de prendre acte de sa démission, ce que nous avons enregistré. Nous avons ensuite fait appel à la suivante de la liste, dynamique et solidaire, Mme Hélène Poteau, qui a également démissionné par lettre du 7 août 2017. Et donc, par lettre du 8 août 2017, nous avons fait appel au suivant de la liste, M. Pierre Clair. Ce dernier a accepté d'intégrer le conseil municipal. Donc, je vous en remercie. C'est un peu un retour, voilà. Je sais que c'est pas très facile parce que vous remplacez une personne qui est partie dans les conditions que nous savons et nous en avons discuté samedi dernier. Donc, merci d'accepter de prendre ce poste et je vous souhaite la bienvenue très chaleureusement. Donc, il convient également de pourvoir au remplacement de Christiane Martin au sein des commissions communales. Elle était membre des commissions vie scolaire, agriculture et patrimoine. Le principe de représentation proportionnelle doit être respecté de façon à permettre l'expression pluraliste des élus. Donc, sur ces 3 commissions, est-ce que c'est vous-même, Pierre Clair, qui êtes désigné? Est-ce que vous désignez quelqu'un d'autre de la liste? Donc, on l'a laissé en blanc dans le rapport, c'est votre décision. Et donc, avant de l'écrire et de le faire voter, je voulais avoir votre avis. Je vous en prie. Sur l'agriculture, il n'y a pas de souci, bien évidemment. La vie scolaire, éventuellement aussi. Mais par contre, après le patrimoine, voilà. Donc, Véronique Agoguet sur le patrimoine? D'accord. C'est conforme, hein, Sénada? Pas de souci? D'accord. Donc, à cette fin, je propose de désigner M. Pierre Clair de la liste dynamique et solidaire en tant que membre de la commission vie scolaire, M. Pierre Clair, membre de la commission agriculture, et Mme Véronique Agoguet-Fernaillon, membre de la commission patrimoine. Voilà. Donc, avez-vous des commentaires? Non? Très bien. Donc, je vous propose d'en délibérer. Premièrement, de prendre acte de l'installation de Pierre Clair au sein du conseil municipal pour assurer le remplacement de Mme Christiane Martin. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, merci. Désigner M. Pierre Clair de la liste dynamique et solidaire, membre de la commission communale de vie scolaire en remplacement de Christiane Martin. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Désigner M. Pierre Clair de la liste dynamique et solidaire, membre de la commission communale agriculture en remplacement de Christiane Martin. Y a-t-il des votes contre? Merci. Et enfin, de désigner Mme Véronique Agoguet-Fernaillon de la liste dynamique et solidaire, membre de la commission communale patrimoine, en remplacement de Christiane Martin. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, merci. Et donc, votre installation est maintenant réalisée et je vous renouvelle mes meilleurs voeux au sein de ce conseil municipal. Donc, le point suivant, c'est la communication des décisions du maire, qui sont au nombre de 12, je crois, ou 10. Donc, avez-vous des questions sur ces décisions-là? Madame Agoguet. Oui, bonsoir à tous. J'en ai plusieurs. Alors, déjà sur la 79, alors, on a noté avec plaisir que nos remarques concernant les taux de rémunération habituellement très élevés pour les contrats de maîtrise d'œuvre ont été vues à la baisse, puisque c'est 6,2% pour le contrat pour la maîtrise d'œuvre, pour l'aménagement du foyer du troisième âge et salle multifonction. Voilà, on est bien en dessous de ce qui était habituellement fait, puisqu'on est monté jusque 10 ou 12% du montant des travaux quand il s'agissait de rémunérer M. Thomas Horry pour certains travaux, par exemple. Voilà.
Bon, j'espère que la baisse de ce taux de rémunération de la maîtrise d'œuvre n'est pas liée au fait que madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, est une femme. Voilà. Madame Agoguet dans ses œuvres. Non, c'est lié. Non, mais le taux, 10% ou 11%, c'est le taux général. Là, on bénéficie d'un taux extrêmement bas parce qu'elle intervient en annexe d'un chantier principal qu'elle a obtenu avec Mistral Habitat. Et c'est là-dessus qu'elle fait, globalement, le gros de son activité. Et tous les travaux, par exemple, de réflexion en ce qui concernait le type de façade, etc., c'est déjà fait, puisque nous allons hériter, si vous voulez, de même type de façade. Et c'est comme ça que nous avons pu négocier un taux en lui disant, écoutez, vous avez déjà fait un certain nombre de travaux, la toiture, etc., et donc on bénéficie d'un taux bas. Ça n'a rien à voir avec une baisse des taux de façon générale, et encore moins à son statut de femme. Voilà. Donc Marjorie Boucher est une jeune architecte qui démarre et qui globalement a envie de progresser dans la profession. Voilà. Donc, oui, d'autres questions? Oui, j'avais d'autres questions. Oui, c'est un nouveau projet, ça, parce que j'ai pas retrouvé dans les numéros d'opération. Enfin, est-ce que c'est le projet de cuisine centrale, l'ancienne cuisine centrale qui est réaménagée? Non, c'est autre chose. Oui, c'est l'ancienne cuisine centrale et l'ancien foyer logement dans sa partie dont nous sommes devenus propriétaires l'année dernière. D'accord. Okay. Donc c'est pas nouveau, malheureusement, puisqu'il date de 2009. Alors, d'autres questions? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Non. Sur la décision 80, alors toujours la même question, quels sont les niveaux concernés? Et l'année dernière, on avait voté donc un marché de 40 séances de 2 heures, et cette année, c'est 32 séances de 2 heures, 8 séances de 1 heure. Du coup, effectivement, le marché global, il est baissé, au lieu d'être à 7000 et quelques, au lieu d'être à 8400 comme l'année dernière, il a été baissé, alors qu'il y a quand même une augmentation du tarif de l'heure de 1 euro supplémentaire, mais enfin, globalement, d'accord. La facture... Juste, je rappelle que ça concerne la piscine, parce que ça n'a pas été dit. Pour éviter de me noyer, je passe la parole à Madame Biel. Oui, alors, première question, je crois que vous avez demandé les niveaux, c'est ça, oui. Donc, malheureusement, c'est le CM1, CM2. Donc c'est un petit peu gênant parce que la bulle aquatique, la piscine n'est pas très très grande. Les parents d'élèves ont envoyé un courrier en demandant qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus logique, c'est-à-dire le cycle 2, CP, CE1, parce que les enfants apprendraient vraiment à nager, alors qu'avec les CM1, CM2, ils ont pied, alors ils s'amusent, tout simplement. Donc nous payons pour des cours qui ne sont pas vraiment valables. Mais pas de réponse de l'inspection, d'ailleurs je vais le relancer pour ça, pour voir si on peut effectivement changer le cycle. En ce qui concerne le nombre de séances, effectivement, nous avons descendu le nombre de séances parce que il y a des classes qui ne veulent pas y aller déjà. Il y a des classes les maîtres ne sont pas intéressés et je pense que avec leurs 8 séances, les enfants sont quand même, d'autant qu'on revient au même CM1, CM2 et finalement ce serait pas normal qu'on leur paye 11 séances. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui, Madame Lily, je vous en prie. C'est sur la décision 82. On a fait appel depuis certains mois à des cabinets d'avocats, donc en mode de passation marché de services négocié. Pourquoi ne pas faire appel à un cabinet d'avocats en passant un MAPA, par exemple? Est-ce que ça ne reviendrait pas moins cher? Ça, écoutez, très sincèrement, je ne sais pas. Donc là, on est... je ne sais pas si... parce que c'est des faits qui sont très très mineurs, mais qui nécessitent d'aller en justice. Et donc les procédures sont très simples. Bon, je n'ai pas le montant comme ça, si vous voulez, en tête, mais...
Et je ne sais pas s'il existe la possibilité de passer des MAPA en service d'avocat. Je ne sais pas. Je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. Il semble que les départements l'avaient fait, mais bon, après, il faut voir. Est-ce que c'est pas plus judicieux d'avoir un cabinet d'avocats qui représente la mairie? Est-ce que ça reviendrait pas moins cher, justement, à chaque fois de faire appel? Il faudrait faire un calcul, du coup, peut-être? Alors, si vous voulez, il y a des domaines qui sont différents. Il y a des domaines dans le droit administratif, d'autres qui sont dans le droit civil. Il y a des défenses, comme là, d'agents qui ont été agressés. Il peut y avoir des problématiques liées à des permis de construire. Et la qualité et la compétence des avocats est différente selon le type de sujet. D'autres questions? Oui, Madame Magouguet, Monsieur Ripoll. Oui, bonsoir. Ma question concerne la décision 2017-084 et le choix de la société Midi Travaux pour exécuter des travaux de fauchage et de faucardage. Ma question est la suivante. Comment seront organisés les travaux de faucardage, je vais y arriver, des abords des voies? L'entreprise Midi Travaux interviendra-t-elle sur l'ensemble des voies communales ou uniquement dans certains secteurs définis? Et est-ce que le centre technique continuera à effectuer ces débroussaillements et faucadage, pardon, excusez-moi, décidément, fauchage, ça sera plus simple, des bords de voie. Voilà, merci. Alors, on avait déjà abordé cette question. Donc, vous savez que nous sommes propriétaires d'un matériel qui est aujourd'hui très, très vieillissant, qui d'ailleurs, en début de mandat, a coûté, je crois, 30 000 € de réparation. Et donc, nous avons fait un test en lançant une sous-traitance, d'abord sur la partie sud de la commune, pour faucarder les fossés, et puis ensuite sur la partie nord. Et là, nous sommes en renouvellement, et donc nous avons lancé une consultation. Et il se trouve que l'entreprise Midi Travaux, dont ce n'est pas le métier d'origine, veut se lancer, puisqu'elle a des outils qu'elle utilise pour faucarder lorsqu'elle fait des travaux d'installation, de voirie. Et donc, elle a décidé de se lancer sur ce nouveau marché. Et elle a d'ailleurs fait une cotation extrêmement intéressante. Elle a répondu de façon extrêmement intéressante. Voilà, et ça concernera la partie nord de la commune. Mais on a encore la capacité, bien évidemment, de faire intervenir notre machine, qui, même si elle est vieillissante, peut encore rendre quelques services, mais pas au rythme qui était initialement prévu. D'autres questions? Donc, Madame Magouguet, oui. Oui, le diagnostic de la décision 87, ça concerne quel bâtiment et apparemment qui serait à la vente, les diagnostics préalables à la vente? Eh bien, nous avons décidé de mettre en vente une maison dont la commune est propriétaire depuis peut-être 70 ou 80 ans, qui est l'ancienne école du hameau de Touzon. Et cette école avait été réhabilitée, je dirais, comme maison de logement et louée. Et donc, nous avons informé le locataire, qui d'ailleurs a sollicité un reclassement en logement social, et nous avons pu le repositionner en logement social. Et donc, nous mettons cette maison en vente. Et pour ce faire, il faut réaliser préalablement des diagnostics amiantes et autres. Donc, c'est la raison de cette décision. Est-ce qu'il y a des preneurs déjà? Bien, on l'a pas encore. On vient de recevoir l'estimation des domaines. Elle va être mise en vente, je pense, dans la semaine qui vient ou la semaine prochaine. Donc, je vous dirai. Je pense qu'il y aura des preneurs parce qu'elle est de bonne qualité, bien positionnée, un endroit tranquille et plutôt sympathique. Donc, je pense qu'elle pourra être cédée sans trop de difficultés. Très bien. Donc, je vous remercie. Donc, nous passons au premier point de l'ordre du jour, enfin, ou au deuxième, qui est le budget principal avec une décision modificative numéro 2, puisque nous en avions voté une dans le courant du mois d'avril. Patrick Gay, tu as la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Décision modificative numéro 2. Le Conseil municipal a adopté le 17 janvier 2017 le budget primitif principal. Le 11 avril 2017, une première décision modificative a été adoptée
Et le 18 mai, suite à l'approbation du compte administratif, le Conseil a voté le budget supplémentaire. Celui-ci s'établissait à l'époque à 13,5 millions globalement, un peu moins de 13,5 millions, 8 millions, un peu moins de 8,5 millions en dépenses et recettes de fonctionnement et un peu plus de 5 millions en dépenses et recettes d'investissement. Aujourd'hui, suite à l'avancée des projets et à la connaissance de nouveaux éléments, je vous propose d'adopter une nouvelle décision modificative, donc la numéro 2, qui porte sur les deux sections du budget principal, à la fois le fonctionnement et l'investissement. Alors pourquoi faut-il prendre des décisions modificatives? Tout simplement parce que si l'on ne vote pas les crédits, on ne peut pas engager les dépenses. Donc il est important de voter cette décision. Alors concernant les dépenses de fonctionnement, les modifications portent sur les points suivants. Alors, en ce qui concerne les dépenses, atténuation de produits, la commune a reçu la notification du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC. Celui-ci s'élève à 123 243 €, alors que la prévision budgétaire était inférieure, elle était seulement de 110 000 €. Donc la dépense supplémentaire doit être budgétée, elle s'élève à 13 250 €, elle va être inscrite au budget. Deuxième dépense supplémentaire, dotation aux amortissements. Certaines études réalisées en 2013, l'aménagement du quartier Pouvarel notamment, n'ont pas donné suite à des travaux et les études doivent donc être amorties, alors qu'habituellement on passe les amortissements en même temps que les travaux. Mais là, comme il n'y a pas eu de travaux, on doit obligatoirement les amortir maintenant. La dépense supplémentaire est de 5 000 €. Pour compenser ces nouvelles dépenses, nous allons diminuer le virement à la section d'investissement du total des deux dépenses précédentes, soit 18 250 €. Et enfin, il y a une nouvelle dépense et recette qui concerne à la fois les dépenses et recettes. Il s'agit de la production de repas pour l'EHPAD Les Cigales, dans la mesure où la création du GIP est un peu en retard du fait des délais administratifs. Nous continuons sur le schéma comptable précédent, c'est-à-dire que la commune prépare les repas, donc se charge de payer l'alimentation, les matières premières nécessaires à la production des repas, et les refacture au prix coûtant à l'EHPAD. Donc ça joue sur un montant de 113 800 € en recettes et en dépenses. Voilà ce qui concerne la section de fonctionnement. Vous avez dans le dossier un tableau qui reprend l'ensemble de ces points. La section investissement maintenant, concernant les dépenses. Les crédits inscrits au budget primitif sont modifiés de la façon suivante. Alors, il y a des nouveaux projets. Quelques modifications sont à prendre en compte. Les crédits nécessaires à la restauration de l'hôtel de l'église Notre-Dame avaient été inscrits au budget 2017. Ce projet ne pourra pas être réalisé cette année, et donc nous allons l'annuler. Par ailleurs, la municipalité souhaite en revanche lancer une étude sur l'ensemble des remparts de la commune afin de mettre en place un véritable plan de restauration. Donc nous allons annuler les 20 000 € qui étaient inscrits pour la restauration des collections et œuvres d'art, la restauration de l'hôtel, et inscrire 15 000 € à l'article 2031 frais d'études pour l'étude sur l'ensemble des remparts. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'utilisation du City Park et du Skate Park. Il s'avère nécessaire de clôturer ces terrains afin d'en limiter l'accès à certains horaires. Ces travaux supplémentaires s'élèvent à 15 000 € que nous allons inscrire au budget. Au niveau des opérations d'équipement, le chantier de réalisation d'un nouveau CCAS a débuté. Les crédits inscrits au budget pour cette opération, travaux plus études, s'avèrent insuffisants. Il est nécessaire d'inscrire 20 000 € supplémentaires, portant l'opération budgétaire à 512 085,20 €. Et donc, nous allons voter ces 20 000 € supplémentaires. Il y a également une opération concernant la salle des fêtes. La municipalité souhaite engager dès cette année une réflexion sur la mise en accessibilité de ce bâtiment et sur les dispositifs de sécurité. Il est donc proposé d'inscrire 15 000 € à l'opération 150, réhabilitation de la salle des fêtes. Il s'agit donc de financer des études. La dernière modification des dépenses d'investissement concerne la régularisation des résultats de l'exercice antérieur. C'est une demande qu'a faite la trésorerie municipale afin de solder un compte d'attente. Il est nécessaire de passer un mandat à l'article 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Pour cela, il est nécessaire d'inscrire un budget de 40 000 € sur cet article. En fait, cette modification va faire l'objet de la délibération suivante, la délibération
90, et donc vous aurez plus de détails tout à l'heure. Concernant les recettes, c'est la contrepartie de ce qu'on a vu dans le fonctionnement. Le virement de la section de fonctionnement a été diminué et la dotation d'amortissement est augmentée de 5 000 €. Alors, les différences entre augmentation des recettes et des dépenses est compensée, comme habituellement, par une augmentation de l'emprunt ou par une diminution de l'emprunt. Dans le cas précis, s'il s'agit d'une augmentation de l'emprunt, c'est la variable ajustement. Le montant inscrit est de 100 250 €, portant l'emprunt budgétaire à 1 302 0530. Alors, il y a d'autres modifications qui sont des simples reclassements comptables qui sont demandés par la Trésorerie générale et qui concernent l'intégration des études pour 90 000 €. Il s'agit d'opérations comptables qui s'équilibrent en dépenses et en recettes, donc qui n'ont pas vraiment d'influence sur le budget. Donc, intégration des études, 90 000 €, et puis des opérations de mise à jour de l'actif, mise à plat de l'actif, et qui portent sur des montants plus importants, mais qui s'équilibrent aussi et qui donc sont sans influence sur le budget. L'ensemble de ces modifications est repris dans la délibération, avec des tableaux qui sont exposés dans le dossier, et nécessite donc l'approbation du conseil municipal, et je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick de cette lecture. Y a-t-il des questions avant que nous passions au vote? Oui, monsieur Ripoll. Merci. En cohérence avec nos positions exprimées lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget primitif, et dans la continuité de notre dénonciation de l'augmentation des taxes locales ménagères, même si elles ne sont pas reprises ici, je voterai contre cette seconde décision modificative. Cependant, j'ai quelques questions à poser à l'occasion du vote de cette décision. Donc, ma première question. De façon plus détaillée, pourriez-vous nous en dire plus sur votre projet de restauration des remparts, une fois l'étude réalisée? Et allez-vous poursuivre une politique d'achat des parcelles attenantes aux remparts de façon parallèle? Concernant la continuation de la réhabilitation de la salle des fêtes, allez-vous réunir la commission d'accessibilité qui, sauf erreur de ma part, n'a pas été beaucoup convoquée depuis le début du mandat? Peut-être pas du tout, je me trompe peut-être. Enfin, je ne vais pas retrouver dans cette DM comme dans la précédente quelque chose en rapport avec un des projets que vous aviez pour cette année. Donc, lors du débat d'orientation budgétaire, vous aviez indiqué que la réfection de la toiture du centre technique était prioritaire pour une réalisation en 2017. Est-ce toujours le cas? Voilà, en ce qui me concerne. D'accord, merci. Donc, 3 questions. Donc, en ce qui concerne la restauration du rempart, nous voulons peser l'envergure du dossier à mener. Donc, vous le savez, cette année, nous avons restauré un bout de rempart assez significatif, à moindre coût d'ailleurs, puisque nous sommes passés en partenariat avec une association qui elle-même a été subventionnée, et j'espère que vous avez eu le loisir d'aller voir les travaux de très grande qualité, et en plus dans une ambiance très sympathique et chaleureuse, réalisée avec des jeunes. Donc l'objectif là, l'étude, c'est de peser l'envergure des choses à faire et les priorités. Priorité en termes de sécurité et puis en termes de conservation de ce patrimoine, puisque nos remparts sont un véritable patrimoine communal. En ce qui concerne l'achat de parcelles, aujourd'hui, le dossier n'est pas venu à l'ordre du jour sur des ventes de parcelles, mais bien évidemment, s'il y avait des parcelles attenantes aux remparts ou touchant, je dirais, la Sorgue, qui étaient en vente, nous le regarderions de près, car c'est effectivement des espaces que nous souhaitons privilégier. La deuxième, bon, vous avez dit jeudi que la commission ne s'est pas réunie, mais sûrement je commets une erreur. C'est la deuxième partie de votre affirmation qui est juste, à savoir que vous commettez une erreur. Elle a été réunie. Bien évidemment, pour la rénovation et la création de l'accessibilité à la salle des fêtes, elle sera bien évidemment convoquée. Et enfin, donc la délibération modificative, comme vous l'avez vu, ne reprend pas la totalité des programmes d'investissement. Et donc, le programme d'investissement de la réfection du centre technique
a été voté et est maintenu et sera réalisé dans le courant de l'exercice. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas réalisé la rénovation de l'hôtel. Voilà, et du coup, vous déplacez un peu les choses et vous utilisez l'argent pour faire autre chose, c'est ça? Ben, oui, mais je vais donner la parole à Florence, mais je vous en... Bonsoir, simplement parce que le montant a priori pour la restauration de l'hôtel a été supérieur, donc ça nécessitait peut-être de faire une consultation bien plus large. Et on a eu une priorité à cause d'un début d'effondrement du rempart sur la partie nord. Donc on a privilégié cet aspect-là, sachant que l'hôtel était quand même pas au bord de tomber en ruine. Par contre, on a une section de rempart qui est menaçante. Donc on a privilégié cet aspect-là de sécurité. Merci. Donc on peut passer au vote. Donc je vous propose d'en délibérer, de décider de modifier les crédits du budget principal de l'exercice 2017, comme cela a été indiqué dans les tableaux en annexe de la délibération et qui vous ont été commentés par Patrick. Y a-t-il des oppositions? Donc 4 oppositions. Des abstentions? Donc adopté à la majorité. Je vous en remercie. Le point suivant, qui a été annoncé d'ailleurs par Patrick, c'est une régularisation de résultats sur les exercices antérieurs et des créances sur des cessions d'immobilisation. Patrick, tu as la parole, merci. Oui, alors il s'agit d'une régularisation suite à la demande de la trésorière municipale, suite à l'apparition d'une erreur comptable. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une erreur comptable réalisée en 2000, lors de la création du budget annexe du lotissement artisanal Cigalière 2. À cette époque, en 2000, donc, la commune a vendu un terrain pour le lotissement La Cigalière 2. Ce terrain a été constaté en recette dans le budget de la commune, mais il n'a pas été constaté en dépenses dans le budget annexe de la zone artisanale du lotissement Cigalière 2. Alors, le problème, c'est que nous sommes en francs, en 2000 encore, le passage à l'euro date de 2002. Donc la recette a été constatée sur le budget principal par l'émission d'un titre d'un montant de 274 608 francs. La dépense ne l'a pas été sur le budget annexe, ce qui fausse le résultat de ce budget. Donc le budget de résultat du lotissement est erroné. Il convient de le corriger maintenant. Aujourd'hui, il y a lieu de régulariser la situation en corrigeant le résultat des exercices antérieurs et en soldant le compte 4621, qui est un compte d'attente. Après consultation des services de la direction départementale des finances, la solution préconisée est d'émettre un mandat au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, qui permettra de corriger le résultat et viendra solder le compte d'attente 4621. Donc le mouvement porte sur une somme d'un peu moins de 42 000 euros, 41 863,70 euros, qui correspond aux 274 608 francs de la session initiale. Voilà. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Madame Amélie, je vous en prie. Pourquoi ne pas avoir indiqué cette opération dans la décision modificative puisqu'elle est évoquée? Il me semble que, parce qu'il y a un article nécessaire d'inscrire au budget 42 000 euros sur la régularisation du résultat des exercices antérieurs. Vous posez une question qui traite sur la forme, et donc nous avons une obligation de passer cette délibération de façon individuelle. Donc voilà la raison pour laquelle elle est passée maintenant. Sur la forme, je comprends, effectivement, il faut passer ces délibérations pour le comptable public. Mais par contre, pourquoi elle n'a pas été traitée avant la décision modificative, puisque en partie elle explique la mise en œuvre de cette décision modificative, et ça aurait été un peu plus cohérent et je pense plus clair pour la compréhension de ce que l'on discute ce soir. Mais c'est comme ça que ça se fait, ça s'est toujours fait. Alors peut-être que votre remarque est frappée du bon sens, hein, je ne conteste pas. Bon.
Mais bon, c'est traité dans le même instant. Donc, voilà. D'autres questions? Simplement, quand on préside aux destinées d'une commune, on hérite du passé. Il y a du bon passé, il y a du moyen passé, il y a du mauvais passé. Ça, c'est un mauvais passé, puisque ça n'avait pas été traité, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, je vous propose d'en délibérer et de décider de régulariser le résultat sur des exercices antérieurs, de solder le compte 4621, créance sur cession d'immobilisation pour un mandat au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 41 863,70 €, et de solliciter la trésorière municipale afin de procéder aux écritures comptables nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions. Merci, adopté à la majorité. Nous avons, dans le même ordre d'idées, des admissions en non-valeur de créances irrecouvrables. Patrick, tu as de nouveau la parole. Merci. Alors, cette admission en non-valeur de créances irrécouvrables fait suite à la demande de la Cour des comptes régionale qui a inspecté récemment la trésorerie de l'Île-sur-Sorgue. Il s'agit de deux lots de créances irrécouvrables. La première porte sur des créances de personnes qui font l'objet d'un placement en situation de surendettement, qui ont été reconnues en surendettement par la commission de surendettement départementale, qui a décidé d'effacer leurs dettes. Donc ces créances deviennent de fait irrécouvrables. Elles remontent à 2014 et 2016 et elles portent sur un total de 1 261,95 €, donc un montant relativement modeste. Les autres sont des créances diverses qui, pour des raisons diverses également, non pas liées au surendettement, ne peuvent être recouvrées. Donc il s'agit de carences. Il y a eu des procès de verbaux de carences qui ont été établis. Il s'agit de personnes qui ne peuvent pas payer, tout simplement, ou des créances pour lesquelles le seuil de poursuite n'est pas atteint. Le seuil est de 30 €. En dessous de 30 €, lorsque la créance est déclarée irrécouvrable, apparaît irrécouvrable, on ne poursuit pas parce que les frais de poursuite sont plus élevés que le montant qui pourrait être obtenu. Et puis, il y a enfin une personne qui a disparu et une personne ou des personnes qui ont fait l'objet d'un règlement judiciaire et d'une liquidation judiciaire. Donc, ce total des admissions en non-valeur diverses se monte à 2 193,47 €. Donc, c'est une régularisation des créances qui étaient en suspens dans la comptabilité de la commune et qui maintenant vont être éteintes et sont considérées comme définitivement irrécouvrables. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, ça concerne quel genre de services fournis, ou est-ce que c'est des amendes qui ne peuvent pas être payées, ou c'est services de la commune, je ne sais pas. Non, ça n'a strictement rien à voir avec les amendes, c'est des services tels que le bourdis, la cantine, voilà, des services que la commune assure auprès des taurois et sur lesquels il y a un crédit qui est donné, et voilà. Ça répond à votre question? Oui. Je vous propose d'en délibérer, d'admettre en non-valeur les titres de recettes récapitulés dans les états de demande d'admission qui vous ont été présentés pour, d'une part, 2 193,47 € et d'autre part, 1 261,95 €. Dit que ces crédits sont inscrits au budget principal de la commune, en créance admise en non-valeur et créance éteinte, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les pièces se rapportant à ces affaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite de la restitution de biens qui ont été mis à la disposition de la communauté de communes des Pays de Sorgue dans le cadre du transfert de compétences assainissement. Donc vous le savez, au 1er janvier 2016, on a transféré la compétence assainissement à la communauté de communes. Dans ce cadre-là, nous avons été amenés à transférer l'ensemble des biens, la station par exemple, tous les réseaux,
pour les mettre à disposition de la collectivité au moment du transfert. Et notre conseil municipal a pris acte de cette décision. Et dans ce cadre-là, nous avons transféré un véhicule qui était affecté au service assainissement de la commune, un véhicule de type MIA, qui avait été acquis par la commune en 2012, une voiture électrique. Donc à ce jour, ce véhicule n'est plus rattaché à l'exercice de la compétence assainissement au sein de la communauté de communes. D'ailleurs, il est tombé en panne, l'entreprise qui l'a fabriqué a disparu, les pièces détachées n'existent plus. Et donc, la communauté de communes nous dit, écoutez, ce véhicule qui est votre bien, il faut que vous le repreniez en responsabilité, puisque nous l'avions transféré. Et comme il se doit, nous sommes tenus de le récupérer. Donc, je vous propose d'accepter la restitution du véhicule et de m'autoriser à signer le procès-verbal de retour qui est joint à la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous demande d'accepter la restitution des biens tels qu'indiqué en annexe 1 du procès-verbal et de m'autoriser à signer le procès-verbal et de solliciter la trésorière municipale afin de procéder aux écritures. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci pour la MIA. J'aurais aimé qu'elle reste là-bas. Bon, le dossier suivant traite de l'aire d'accueil des gens du voyage. C'est aussi une régularisation. Donc, Hélène, tu as la parole. Merci. Merci. Oui, effectivement, c'est une régularisation. Vous savez que la commune a adhéré au syndicat de création et gestion des aires d'accueil des gens du voyage lors de la création de son aire en 2010. Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi NOTRe, la compétence aire d'accueil des gens du voyage a été transférée à la communauté de communes Pays des Sorgues Mont de Vaucluse, qui se substitue donc à la commune au sein du syndicat. Or, à l'occasion de ce transfert de compétences, il a été constaté que la mise à disposition de l'aire d'accueil des gens du voyage du Thor n'avait pas été prise en charge par le Trésor public. Il convient donc d'effectuer le transfert comptable des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence par le syndicat sur le territoire de la commune. Ce transfert se réalise au moyen d'écritures d'ordre non budgétaire effectuées par les receveurs municipaux concernés. Conformément aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Dans notre cas, et après avoir interrogé la direction départementale des finances publiques, les biens sont mis à disposition du syndicat par la commune. En cas de dissolution du syndicat ou de retrait de la communauté de communes du syndicat, les biens seront mis à disposition de la communauté de communes. Je vous prie de bien vouloir en délibérer et vous avez en annexe le procès-verbal de mise à disposition de ces biens et équipements. Merci. Avant de délibérer, y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Alors, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Concernant les contrats en cours sur l'article 6 de l'annexe, il est précisé que, donc, c'est pas rétrocession, mais enfin, le syndicat se substitue à la commune dans le cadre de tous les contrats, et ceci depuis le 1er janvier 2010, date du transfert de la compétence. Il y a une erreur, c'est 2017, non ? Non, non. La compétence a été transférée par la commune au syndicat en 2010. Au syndicat. Donc c'est le syndicat dans lequel il n'y avait pas que la commune du Thor qui gérait la compétence des aires des gens du voyage. Et nous, communes, nous étions amenés à donner une subvention pour le fonctionnement. Donc c'est bien 2010. Et donc c'est ces contrats-là qu'il faut acter et qui sont transférés à cette époque. C'est une régularisation de forme, mais c'est suite à, je dirais, l'audit qui a été réalisé par la Cour des comptes sur la trésorerie
local à l'Île-sur-la-Sorgue, que l'ensemble de ces dossiers ont été soulevés et une demande de régularisation. Voilà. Oui, monsieur Ripoll. Pour information, où se situe le siège administratif du syndicat de gestion des aires? Aujourd'hui à Morières, toujours? À Vedène. Le siège social est en mairie de Vedène. Voilà, donc je vous propose, s'il n'y a plus de questions, d'en délibérer, de prendre acte du transfert des biens de la commune du Thor au profit du syndicat mixte de création et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage comme suit, avec les valeurs donc de valeur brute 743 390,95 €, des amortissements de 237,74 et une valeur nette de 743 153,21 et de l'autoriser le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition et de solliciter le receveur principal afin de procéder aux écritures comptables nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Le rapport suivant traite de la modification des tarifs de l'ACM Le Bourdis pour les accueils du mercredi. Merci. Par décret 2017-1108 du 27 juin 2017, le ministre de l'Éducation nationale autorise à déroger à l'organisation de la semaine scolaire de 4 jours et demi. Une enquête a été réalisée fin juin auprès des parents d'élèves thaurois. Un conseil d'école extraordinaire regroupant toutes les écoles de la commune s'est tenu le 4 juillet pour se prononcer également sur cette question. La grande majorité des parents d'élèves, 88% des sondés et des établissements scolaires se sont prononcés favorablement à un retour à la semaine de 4 jours. Suite à ces consultations, le conseil municipal, dans sa séance du 18 juillet, s'est prononcé pour solliciter une dérogation à l'organisation du temps scolaire sur une semaine de 4 jours auprès du directeur des services académiques de l'Éducation nationale de Vaucluse. Celui-ci a répondu favorablement à cette demande. En conséquence, à compter de la rentrée 2017, il n'y aura plus d'accueil scolaire le mercredi. L'accueil des enfants sur l'ACM Le Bourdis se fera donc toute la journée. Il est donc envisagé de proposer aux familles 3 formules d'accueil. La journée entière comprenant le repas de midi et les différentes collations, la matinée comprenant le repas de midi et la collation du matin, l'après-midi sans le repas du midi et comprenant la collation de l'après-midi. Ainsi, un temps d'accueil des parents sera organisé après le repas de midi, permettant aux enfants accueillis seulement le matin de partir et à ceux accueillis seulement l'après-midi d'intégrer la structure. Il n'y aura plus de temps d'accueil des parents en fin de matinée avant le repas. Les tarifs d'accueil de la matinée correspondent aux tarifs d'accueil à la demi-journée avec repas. Ceux de l'après-midi correspondent aux tarifs d'accueil à la demi-journée sans repas. Pour l'accueil à la journée le mercredi, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'application des mêmes tarifs que ceux pratiqués pour l'accueil à la journée pendant les vacances. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Vous avez bien sûr en dessous les tableaux avec les 6 tranches, puisque c'est au conseil familial que c'est calculé. D'accord, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose d'en délibérer que les tarifs d'accueil de la matinée correspondent aux tarifs d'accueil à la demi-journée avec repas et ceux de l'après-midi aux tarifs d'accueil à la demi-journée sans repas, avec les tarifs qui sont listés ci-après, avec les 6 catégories, plus les tarifs pour les enfants venant de l'extérieur de la commune. Et dit que ces tarifs sont applicables dès la rentrée 2017. Oui, je vous en prie. Il y a une question. Marche arrière. Excusez-moi. Oui. Non, c'est qu'on vient de s'apercevoir. Il y a un tarif pour les enfants non. C'est marqué. Les enfants non thaurois et les enfants extérieurs. C'est quoi la différence entre les deux statuts? Je pense que ça doit être ceux de Châteauneuf de Gadagne qui intègrent quand même, qui n'ont pas de centre aéré, je ne crois pas. Les non-thaurois, c'est la communauté de communes et extérieure, c'est extérieur voilà, à la communauté ça. de communes. Voilà, oui. Nous vérifierons quand même.
ne pas vous dire une ânerie. Hein. Mais il y en a très peu de la communauté de communes parce que très souvent, ils ont leur centre aéré. Mais par contre, ceux par exemple de Gadagne, effectivement, intègrent quelquefois le centre aéré du Bourdis. Très bien. Donc, je ne relis pas. Je vous propose après... Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Une abstention, donc adoptée à la majorité. Merci. La délibération suivante traite d'une autorisation à donner au président de la communauté de communes pour les travaux de réaménagement de la façade du futur office du tourisme. Florence, tu as la parole, merci. Alors, la commune est propriétaire du bâtiment cadastré section AC 764 et 228 situé à l'angle de la place du marché et de la rue de la République. Ce bâtiment est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage du côté de la place du marché et d'un rez-de-chaussée de 2 étages du côté de la rue de la République. Aux étages se trouvent des bureaux associatifs et un logement actuellement inoccupé. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment est actuellement occupé par le bureau de poste. Les locaux actuels sont trop exigus et inadaptés à un bureau de poste d'une ville de 9000 habitants, près de 9000 habitants. Lors de la séance du 21 avril 2015, le conseil municipal avait décidé d'acheter le local de la banque Chex afin de relocaliser le bureau de poste dans des locaux plus adaptés et d'aménager l'étage en bureau pour les services municipaux. Le permis de construire a été accordé et les travaux devaient commencer, ils ont commencé en septembre 2017. Par ailleurs, la localisation et la configuration des locaux actuels de l'Office du tourisme n'étant pas adaptées, il est envisagé de déplacer l'Office du tourisme dans les locaux actuellement occupés par la Poste. D'autant plus que la petite salle d'exposition à l'étage de ce bâtiment ne répond à aucune règle d'accessibilité car elle est desservie par un escalier en colimaçon très étroit. Son nouveau positionnement sur la place du marché, place centrale du cœur de la ville, lui permettrait de rayonner davantage, d'être visible et plus accessible et d'occuper ainsi un rôle majeur dans le développement économique et touristique local en incitant les touristes à rester plus longtemps sur notre territoire. L'ancienne salle de tri de la Poste, celle qui est rue de la République donc, serait alors transformée en salle d'exposition, donnant ainsi accès aux manifestations culturelles à une partie de notre population qui ne peut monter à l'étage de l'actuel Office du tourisme. La compétence tourisme appartenant à la communauté de communes, celle-ci devrait acquérir prochainement la majeure partie du rez-de-chaussée de ce bâtiment, aujourd'hui propriété de la commune. Les étages seraient ainsi conservés par la commune. Le bâtiment actuellement occupé par l'Office du tourisme serait conservé par la commune avec une destination à définir. Afin d'effectuer les travaux de réaménagement de la façade pour permettre l'installation de l'Office du tourisme, la communauté de communes devra déposer une déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Président de la communauté de communes Pays de Sorgue Mont de Vaucluse à déposer cette déclaration préalable pour le réaménagement de la façade du bâtiment cadastré AC 764 et 228. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. Bien sûr. Non, si j'ai bien compris, donc on va donner l'autorisation donc au président de l'Intercom qui va faire une déclaration préalable pour le rez-de-chaussée. Nous, on fera une déclaration préalable pour l'étage et uniquement pour la façade. Donc, est-ce que les travaux seront concomitants pour que la façade ait une certaine uniformité? Alors, c'est uniquement pour la dépose des grilles, en fait, de la Poste. On va rendre au bâtiment son état original et enlever les grilles. Donc pour ça, on passe par une déclaration parce qu'il y a un changement physique d'affectation, pas d'affectation, mais de visuel, quoi. Voilà, uniquement ça. Et l'encadrement des fenêtres qui va être refait proprement, uniquement ça. Mais on ne touche pas à l'unité de l'ensemble. Et la commune ne fait pas de travaux à l'étage pour le moment. Hein. Le bâtiment reste tel qu'il est. Et éventuellement des travaux de peinture de volets, mais ça n'ira pas au-delà. Et pour l'étage, donc vous avez programmé des choses à l'intérieur, mais est-ce que le plancher sera suffisant? Oui, le plancher qui n'était pas stable, c'est celui qui a été démoli, qui était au-dessus du beffroi. Donc la petite tourelle, cette pièce attenante qui était sur la tourelle du beffroi a été démolie. C'est celle-là qui n'était pas stable. Comme la terrasse a été refaite maintenant, la poste en dessous est sèche et hors d'eau. Et puis le bâtiment a été refermé proprement par des volets et une menuiserie. Voilà.
Très bien, merci. Donc, je vous propose en délibéré de décider d'autoriser le président de la communauté de communes et Pays de Sorgue et Mont-de-Vaucluse à déposer une déclaration préalable pour les réaménagements de la façade du bâtiment cadastré section AC 764 et 228 en vue de l'installation du futur Office du tourisme. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, et je remplace Christian qui n'a pas pu nous rejoindre, traite de l'approbation du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, du bassin de vie de Cavaillon, Coustelet, l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc, il est préalablement rappelé que le SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustelet, l'Isle-sur-la-Sorgue, qui est actuellement en vigueur, a été approuvé par délibération du conseil syndical du syndicat mixte le 19 décembre 2012. Et depuis, il s'est passé un certain nombre d'événements. D'une part, les communes d'Orgon et de Plan d'Orgon ont rejoint le SCOT du Pays d'Arles suite à leur adhésion à la communauté d'agglomération Rhône-Alpilles-Durance. Donc elles ont quitté la communauté de communes de Cavaillon. Alors que celles de Gordes et les Baumettes, puis plus récemment Loris, Lourmarin, Puget, Puy-Vert et Vaugines ont intégré le SCOT du bassin de vie de Cavaillon suite à leur adhésion à la communauté d'agglomération Lubron-Mont-de-Vaucluse. Donc il y a eu un certain nombre de communes qui ont quitté et d'autres qui ont rejoint, ce qui, de facto, rendait le SCOT actuel non opérant. Par ailleurs, le régime juridique relatif au SCOT a sensiblement évolué avec la loi 2010, du 12 juillet 2010, qui portait un engagement national pour l'environnement, la loi dite Grenelle II. Et donc, le nouveau SCOT doit intégrer ces évolutions réglementaires et législatives. Pour ces motifs, donc, le 23 octobre 2013, le conseil syndical du SCOT a décidé de lancer une procédure de révision du SCOT et a défini les objectifs. Et enfin, le conseil syndical a délibéré le 6 juillet dernier afin de tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet de SCOT, qui nous a donc été envoyé. Donc, 2-3 mots. Ce projet de SCOT concerne 21 communes, des territoires de la communauté de communes des Pays de Sorgue et Mont-de-Vaucluse, nos 5 communes, bien sûr, et de la communauté d'agglomération Lubron-Mont-de-Vaucluse, qui concerne 16 communes. Ce périmètre s'étend donc sur 441 km². Non, je pense qu'il y a une erreur. Bon, à vérifier. Donc le PADD, puisque le SCOT a fait l'objet d'un PADD préalablement, a fixé quelques objectifs clés à l'horizon 2035. Donc j'attire tout de suite l'attention sur le fait que le SCOT a une durée très supérieure à nos PLU, aux nôtres et à ceux des autres communes. Donc le premier objectif, c'est une réduction forte de la consommation foncière, donc une diminution de 35%, alors que dans le même temps, la population serait ou sera augmentée de 22%. Ça veut dire donc une concentration des bâtiments. Un accueil d'environ 19 000 nouveaux habitants pour atteindre une population de 107 000 habitants. La création d'environ 11 800 logements en résidence principale et touristique et la production d'environ 90 logements locatifs sociaux par an pour atteindre environ 12% des résidences principales du territoire à cet horizon-là de 2035. Donc le document d'orientation et d'objectifs, qui s'appelle le DOO, est donc le seul document qui a une valeur prescriptive du SCOT. Et donc il s'impose à tous les documents des communes et notamment au PLU. Donc juste, je rappelle les grandes orientations de ce DOO que nous aurons à voter. Le premier, c'est de consolider la qualité paysagère, naturelle et environnementale du territoire. Et c'est pas neutre le fait qu'il ait été mis en premier, en protégeant, en valorisant les espaces naturels qui sont supports de biodiversité, de maintenir la qualité des paysages naturels et urbains, de préserver durablement les ressources naturelles, de limiter l'exposition aux risques, notamment le
PPRI, est d'améliorer la qualité du cadre de vie en limitant les pollutions. Ça, c'est le premier grand objectif. Le deuxième, c'est d'organiser le développement urbain par un maillage territorial qui soit équilibré. Et donc, il faut adapter et dimensionner la croissance en cohérence avec notre armature territoriale, ce qui n'est pas très facile. Pour la commune du Thor, ce seuil de nombre d'habitants est fixé à plus 2300 afin d'atteindre une population maximale de 11 200 habitants à l'horizon 2035. Voilà la cible qui nous est décrite, si vous voulez, par le SCOT. Il conviendra d'adapter, de diversifier l'offre de logements. Et donc, le SCOT prévoit la production d'environ 11 800 logements. Pour la commune du Thor, il est prévu 1350 nouveaux logements. Bien évidemment, dans ces logements, l'offre de logements à caractère social devra également être renforcée. Et le SCOT rappelle que la commune du Thor fait partie des communes où l'objectif est d'avancer vers 25% de logements locatifs, de 25% des résidences principales. Le deuxième point dans le cadre d'organiser ce développement urbain, c'est d'encadrer et de qualifier le développement urbain. Donc, et c'est l'équilibre avec l'espace agricole en le préservant. Garantir un niveau d'équipement adapté aux besoins des habitants de la collectivité. Donc ça traite notamment des opérations liées à la création du très haut débit et la dématérialisation des services. Donc ça, c'est le deuxième grand objectif. Le troisième, dynamiser l'économie territoriale avec, premier point, protéger les terroirs agricoles. Et vous savez que ce n'est pas toujours facile. C'est ainsi que le projet du SCOT, par exemple, identifie des continuités agricoles fragilisées qu'il convient de préserver, et notamment entre le Thor et Châteauneuf-de-Gadagne. Donc il est hors de question d'encourager la création d'une urbanisation entre Gadagne et le Thor pour faire comme ce qui s'est passé entre l'île et le Thor. Donc on préserve ce corridor de terres agricoles. Qualifier l'activité touristique par des démarches et des aménagements qui soient adaptés, donc avec une redynamisation et un encouragement de ce qui est l'hôtellerie d'affaires. Qualifier et dimensionner une offre foncière dédiée aux activités économiques, et c'est ainsi que sur notre commune, 16,5 hectares ont été prévus pour la réalisation de la zone Saint-Joseph, au quartier Saint-Joseph. C'est un dossier qui est en cours et qui va démarrer de façon opérationnelle en fin d'année. Et définir une localisation préférentielle des commerces en cohérence avec, globalement, je dirais, cette armature. C'était le troisième objectif. Le quatrième, c'est limiter les besoins en déplacement et diversifier l'offre de mobilité. Donc, une mise en cohérence du développement urbain et de la stratégie de développement, tout ce qui concerne notamment les réseaux de cheminement doux et les réseaux de transport, améliorer les offres de mobilité alternatives, donc ceci est prévu, et par exemple dans le cadre de la création de Saint-Joseph, il y aura un lien avec la gare, et d'améliorer le réseau routier existant pour le fluidifier. Alors je précise que notre commune a été associée, a été concertée, durant toute la phase de la révision du SCOT. Les dispositions du PLU de la commune que nous avons votées tout récemment sont compatibles avec le SCOT, c'est bien comme ça que nous l'avons analysé, et le projet de SCOT révisé ne remet pas en cause les orientations générales du PADD que nous avons voté, ni les autres documents du PLU. Toutefois, et c'est un point important, la commission urbanisme et les élus en charge de ce dossier ont soulevé le point suivant. La colline de Touzon, qui était identifiée en réservoir de biodiversité dans le SCOT, approuvé le 19 décembre 2012, et dans le PLU de la commune, n'a pas été repris dans le projet de SCOT révisé. Après nous être renseignés, il s'agit d'une coquille, d'un oubli, mais toujours est-il qu'il nous est proposé comme ça. Donc en conséquence, comme nous sommes saisis en qualité de personnes publiques associées, nous proposons d'émettre un avis favorable
au projet de SCOT arrêté par le comité syndical en date du 6 juillet dernier, sous réserve que le réservoir de biodiversité identifié sur la colline de Touzon, au SCOT approuvé le 19 décembre 2012, soit maintenu dans le SCOT révisé. Je rajoute que, bien évidemment, nous avons pris langue avec les dirigeants du SCOT, le directeur et le président, qui ont reconnu cette coquille, et donc la modification aura bien lieu. Mais nous voulions que ça soit acté dans notre délibération du conseil municipal. Y a-t-il des questions ? Oui, j'ai une intervention un petit peu longue. Je vais vous la lire. Alors, la réalisation des objectifs du SCOT à l'horizon 2035 suppose que d'ores et déjà soient engagés des programmes de construction, dont 25% de logements sociaux, vous le disiez. À ce jour, quels sont donc les projets mis en œuvre pour s'assurer de la pleine réalisation de cet objectif, ou en tout cas qui démontreraient une réelle volonté d'y parvenir ? À ce titre, où en est la commercialisation du terrain voisin du cimetière vendu à Accédia en 2016 ? C'était au mois de décembre 2016, dont vous nous aviez dit qu'il était destiné à du logement social, alors qu'on a vérifié, il a l'air d'être vendu par lot à des particuliers sans opération d'ensemble. Donc quel contrôle sera effectué quant à la réalisation effective des logements sociaux prévus et au reversement au bailleur social des indemnités SRU comme cela a été envisagé ? Ça, c'est un premier point. Concernant le principe de constructibilité limitée dans les zones agricoles, le règlement de notre nouveau PLU va au-delà de ce principe, puisque l'existence d'une surface de plancher d'au moins 70 m² est un préalable à une extension de 30% et dans la limite de 170 m², et ne permet pas la création de nouveaux logements dans l'extension autorisée. Pour mémoire, le PLU de Lille prévoit quant à lui une surface minimum de 80 m², une surface plancher de 250 m². Donc la règle du SCOT qui a été retenue ne fait que limiter les extensions de construction existantes, et nous semble constituer une porte ouverte à de prévisibles assouplissements de notre PLU dans le cadre de modifications opportunes qui pourraient être demandées par certains. Donc pourquoi ne pas avoir verrouillé ce volet dans le SCOT afin que l'ensemble des territoires soient logés à la même enseigne que le TOR et renforcer ainsi la protection des terres agricoles ? Ça, c'est un autre point. Et enfin, vous le notez dans la délib, le colline de Touzon n'est plus dans ce nouveau projet de SCOT l'objet d'une attention particulière puisqu'elle ne constitue plus un réservoir de biodiversité. Et notre position à ce sujet est de voter contre la délibération portant avis sur le SCOT tant que la colline n'aura pas été identifiée comme telle, plutôt que de l'approuver sous condition. Voilà. Ça, c'est pour expliquer notre vote contre. Bon. Alors, en ce qui concerne... Bon, d'abord, le SCOT concerne la totalité du territoire dont je vous ai parlé. Il ne concerne pas que la commune du Thor. Donc là, vous abordez un dossier logement social. Donc il est prévu une question orale qui sera traitée et j'ai prévu de vous donner des informations les plus complètes possibles en fin de conseil municipal. Deuxièmement, en ce qui concerne la limitation des extensions, chaque commune a son PLU. Et les PLU étaient tous soit en cours de révision, soit avaient déjà été votés. Et donc il a bien fallu qu'au niveau du syndicat mixte, du SCOT, on arrive à un consensus et qu'on ne mette pas des communes en totale contradiction avec ce qu'elles venaient de voter ou ce qui avait déjà été, je dirais, admis. Et donc les données qui ont été prises en ce qui concerne les extensions font partie, je dirais, de ce consensus. Quand on est sur, je ne sais plus combien, 24 ou 27 communes, c'est beaucoup moins facile que sur 5 ou que sur une seule. Mais aujourd'hui, ça ne remet pas en cause ce que nous avons voté au sein du PLU. Et en ce qui concerne la colline de Touzon, où je vous ai donné ma position, on ne peut pas ne pas voter aujourd'hui, parce qu'on a réfléchi à ça. On ne peut pas ne pas voter parce que le processus du SCOT va démarrer. Et donc, il va être soumis au vote. Et donc, ça voudrait dire que ça va être voté sans l'avis de la commune du Thor. Et comme nous avons un avis qui est important, notamment sur ce qui concerne la colline de Touzon, il est capital que nous puissions faire parvenir cet avis et que nous ne retirerions pas le vote. On pourrait manifester un peu de mauvaise humeur sur cette erreur. On nous a certifié que c'était une erreur et que ça serait corrigé. On pourrait le faire. Mais ça rendrait complètement
inopérant le fait que nous demandons à ce que la colline soit reclassée en zone de biodiversité. Et je pense que ça serait une erreur très importante. Donc voilà ma réponse à votre suggestion. J'entends ce que vous avez dit, vous avez un petit peu rassuré sur cette question de la réserve de biodiversité qui aurait été oubliée, mais c'est quand même une sacrée coquille, faut bien le reconnaître. Ça m'a fait hurler, c'est sûr. Alors, effectivement, pas donner d'avis ce soir, ça pourrait être dommageable, mais mais faire un peu l'inverse de ce qui est proposé, c'est-à-dire donner un avis défavorable sous réserve d'intégrer, de corriger l'erreur, est-ce que ça vous enlèverait la voie pour la suite du processus? Je vous avoue que nous, au niveau du groupe d'opposition, c'est quand même une pierre d'achoppement importante et que c'est prendre beaucoup de risques pour la suite. Mais M. Ripoll, si on dit bien, si on dit je donne un avis favorable sous réserve que ceci soit fait, si la réserve n'est pas levée, l'avis favorable n'est pas donné. C'est du français, ça. Hein. Donc, si jamais le SCOT ne le faisait pas, je pense que c'est pas du tout leur intention, etc. Mais prenons l'hypothèse où ils ne le fassent pas, notre avis ne serait pas favorable, parce qu'ils n'auraient pas levé notre réserve. Donc, c'est ça la position. Et d'ailleurs, ils sont informés que nous prenons cette position. Oui, bon, je comprends. Hein, vous essayez de trouver une solution. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là-dessus, on n'est pas, on n'est pas opposé. Mais juridiquement, donner un avis favorable sous réserve, je suis pas certain que ça existe. Ou on donne un avis favorable, ou on donne un avis défavorable. Non, ça existe. Hein. Si on ne donne pas d'avis, ça veut dire qu'on est absent du débat. Voilà. Donc, y compris sur ce point de colline de Touzon, et il faut bien qu'on le remette. Hein. Donc, et comme on ne veut pas non plus bloquer le processus de validation, puisque c'est quand même un processus un peu compliqué avec la préfecture, etc., on émet un avis favorable, sous réserve qu'il y ait le rectificatif. S'il n'y est pas, ça veut dire que la commune n'a pas émis son avis favorable. Mais bon, c'est votre... Je vous en prie, Pierre. Oui, moi pour ce qui me concerne, dans la continuité des interventions que j'avais fait à l'époque sur l'ancienne municipalité, même si le SCOT présente des avancées par rapport à ce qui se faisait auparavant, je pense que ces avancées sont largement insuffisantes au vu des enjeux climatiques, des enjeux de conservation du territoire agricole, des enjeux de biodiversité. Et pour moi, une réduction de 35% de la consommation des espaces agricoles sur les 20 ans à venir, alors que la région est une région où c'est catastrophique la consommation d'espaces agricoles, ça me semble ridicule. Et du coup, j'avoue que voilà, moi je voterai contre ce projet. Non. Donc, je vous remercie de vos interventions. Donc, je soumets à vos délibérations d'émettre un avis favorable au projet de SCOT du bassin de vie de Cavaillon-Coustelet, l'Île-sur-la-Sorgue, arrêté par délibération du Conseil syndical du 6 juillet 2017, sous réserve que le réservoir de biodiversité identifié sur la colline de Touzon, au SCOT approuvé le 19 décembre 2012, soit maintenu dans le SCOT révisé. Donc, y a-t-il des oppositions? 4 oppositions, des abstentions, donc approuvé à la majorité. Je vous remercie. La délibération suivante, Stéphane Mathieu, donc c'est des subventions aux associés de fonctionnement. Non, elle a été retirée là. Elle a été retirée, oui. C'est le rapport, le 7e. Donc, attribution de subventions de fonctionnement aux associations tauroises. Merci Stéphane. Oui, bien sûr. Comme d'habitude, hein, vous avez pu voir comme l'association qui fait sa demande pour des demandes de subventions en fonctionnement est le Thor Canoë Kayak. Donc là, on est dans l'espèce dans une demande de subvention de fonctionnement. Le canoë kayak du Thor a une école de sport, donc obligatoirement, on passe sur un pourcentage des charges de fonctionnement, donc en l'occurrence, c'est 11%.
Donc là, ils font une demande de 1 000 euros pour une demande de subvention pour l'année 2017. Ils l'ont demandé un peu tardivement. Normalement, on le demande plutôt en début d'année, mais là, ils ont pris du retard au niveau de leur comptabilité, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, on avait provisionné. Donc, on a la possibilité de leur octroyer les 1 000 euros. Voilà. Donc, je vous demande de bien vouloir délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, merci. Je vous propose de décider d'attribuer au canoë-kayak la subvention de 1 000 euros pour l'année 2017. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est une information, traite de la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel communal. Donc, vous le savez, 2 fois par an, on est amené à vous remettre ce tableau qui détermine les effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet qui sont nécessaires au fonctionnement des services. Et donc, on vous remet un tableau. Donc, un certain nombre de modifications sont intervenues, je les rappelle. La création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe afin d'y positionner un agent venant de la filière de la police municipale, de supprimer un poste d'adjoint administratif pour cause de disponibilité pour convenance personnelle, de supprimer un poste de technicien principal de première classe et de créer un poste d'ingénieur suite à une réussite à l'examen professionnel et l'inscription sur la liste d'aptitudes validée par la CAP. De supprimer 3 postes d'adjoint technique du fait de départ en disponibilité, de supprimer un poste d'adjoint d'animation et de créer un poste d'adjoint d'animation principal de 2e classe après la réussite à concours et de supprimer un poste de brigadier chef principal de PM pour cause de changement de filière, tout ceci dans l'attente d'un recrutement. Voilà, donc je rappelle également que par application au 1er janvier 2017, des parcours professionnels carrière et rémunération, c'est une réforme, a modifié le cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, les agents et notamment ceux de la catégorie C ayant été reclassés. Donc certains grades ont été en effet supprimés. Le tableau des effectifs prévu au 1er octobre 2017 fait état d'une très légère diminution du nombre des postes pourvus, passant de 114 à 109, dû au fait que certains d'entre eux sont aujourd'hui occupés par des emplois aidés qui ne doivent en aucun cas figurer au tableau des effectifs. Le nombre des postes théoriques, postes ouverts, passe quant à lui de 117 à 114. Voilà, donc l'effectif réel prévu au 1er octobre 2017 est donc de 109 postes occupés pour un nombre de postes théoriques de 114. Et donc, la grille vous est remise en annexe. Y a-t-il des questions avant que nous en délibérions? Madame Amlili, oui, je vous en prie. Alors moi j'aurais une question par rapport aux disponibilités. Enfin, la disponibilité suppose que les agents reviennent au bout d'un moment. Alors pourquoi supprimer les postes et ne pas les laisser existants mais non pourvus? Alors c'est une supposition que les agents reviennent. Parce qu'il y en a qui se mettent en disponibilité et qui créent une entreprise ou contractent un autre emploi. On en a une par exemple qui était directrice au Bourdis, elle a été mise en disponibilité et puis elle a changé de carrière, elle a pris le poste de direction, de professeur des écoles, et donc elle nous a écrit qu'elle démissionnait de la fonction territoriale, et donc sa mise en disponibilité, ça en fait partie, si vous voulez. Donc ce n'est pas, je dirais, toujours le cas, et c'est même souvent pas le cas. Voilà. D'autres questions ? Oui, je vous en prie. Du coup, par rapport à la suppression des 3 postes d'adjoint technique, ça veut dire qu'on n'en a plus besoin? Alors, suppression de 3 postes d'adjoint technique du fait de départ en disponibilité. Oui, c'est ce que... Oui, mais ils ont pu être remplacés par d'autres, si vous voulez. Voilà. Donc, oui. Parce qu'il n'y a pas de création parallèle de postes, donc du coup... Non, mais vous le savez, les contraintes financières n'autorisent pas les créations de postes. Et depuis 2014, c'est ce à quoi on s'est, je dirais, contraint de façon très... Donc la commune n'a plus besoin de ses agents? Aujourd'hui, non. Non.
C'est ce que le tableau retrace. Hein. Oui, Bruno. Oui, non, moi j'avais une question pour les policiers municipaux. Tu avais terminé ? Pour les policiers municipaux, mais concernant les suppressions de postes d'adjoints techniques, pour cause de disponibilité, normalement on n'a pas le droit de supprimer les postes, tant qu'on n'en sait pas plus. Effectivement, derrière ils peuvent partir, mais logiquement on doit conserver les postes, parce qu'ils peuvent les réintégrer à leur demande. Voilà, ça fait partie du statut de la fonction publique. Mais j'ai vu qu'il restait encore 3 postes, donc les postes pour l'instant sont disponibles. Voilà. Mais j'ai répondu très précisément, c'est la question de Madame Amlili, je donne la réponse, donc c'est la même que je vous décalque. Je vous écoute. Oui, bon, j'irai pas plus loin, j'étais pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. Voilà, concernant la police municipale, donc j'ai constaté qu'un policier municipal avait changé de filière, donc il passait dans la filière administrative. Donc s'agit-il d'une reconversion professionnelle décidée en plein accord entre l'agent et la collectivité? Et est-ce qu'on pourrait connaître sa nouvelle fonction au sein de la commune? Et puis, pour rester sur l'effectif de police, je comprends pas la nouvelle situation qui est donnée dans le tableau. L'effectif théorique passe à l'occasion du départ de cet agent de 9 à 8 personnes, et l'effectif réel indiqué dans le tableau est également de 8. Normalement, cela signifie que les postes prévus à l'APM sont tous pourvus. Or, vous nous annoncez dans l'exposé des motifs être en attente d'un recrutement. En définitif, l'effectif qui est visé à l'APM, à la police municipale, est-il de 8 ou de 9 agents? Alors, l'agent qui est passé de la police municipale au service administratif dans le service accueil, cette mutation a été réalisée à sa demande. Bon, je ne peux pas en dire plus, parce que ça concerne le salarié, mais à sa demande de façon justifiée. Bon. Et donc, nous serons amenés à recruter, et d'ailleurs le recrutement est en cours, pour le remplacement de cet agent. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez 8 policiers municipaux. Aujourd'hui, il y a 8 postes en poste. Voilà. Donc, il vous faut 9 postes. Exactement. Et là, vous n'en avez plus que 8. Oui. Ben, en théorique. En théorique, hein, puisqu'il oui, est enlevé. Je sais bien. Voilà, bon, ok, très bien, merci. Plus de questions, donc je vous propose d'en délibérer et d'approuver la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel applicable au 1er octobre comme ce suit, et dit bien évidemment que les crédits nécessaires à la rémunération aux charges sociales sont bien inscrits au budget. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Opposition, abstention, donc adopté, donc 3 oppositions adoptées à la majorité. Le dossier suivant traite, c'est Liane Gomez, qui traite de la mise à disposition, le montant de la caution pour la mise à disposition du micro. Eliane, tu as la parole. Merci. Merci. La ville s'est dotée d'un système de sonorisation au centre-ville. Des haut-parleurs sont positionnés sur les rues principales de notre cœur de village. Ce dispositif permet de diffuser RMS la radio les mercredis et samedis, jours de marché, de 9h30 à 12h. Il est prévu également de diffuser sur ces mêmes créneaux les annonces des manifestations à venir sur la commune. Pour optimiser cet outil, il est prévu de permettre aux associations, lors de leurs manifestations, de bénéficier de la diffusion de cette radio, mais aussi d'un micro pour animer les manifestations, leurs manifestations. Ce microphone est à retirer et à restituer auprès des services communication qui procédera à des tests micro avant et après. Il est mis à disposition des associations qui en feront la demande, contre remise d'un chèque de caution correspondant au coût d'acquisition, soit 300 €. Ce chèque sera restitué à l'association lors de la remise du microphone. En cas de non-retour ou de détérioration du microphone, la commune conservera le chèque de caution. L'utilisateur devra prendre à sa charge la réparation si le montant de celle-ci est inférieur au montant de la caution. Le chèque de caution sera restitué à la remise du microphone réparé.
Monsieur le maire demande au conseil municipal de prévoir dans la régie pour la location du matériel de réception et de salle municipale et pour la participation aux frais pour le prêt des véhicules, le versement pour les associations d'un chèque de caution de 300 € pour la mise à disposition d'un microphone lors de leur manifestation. Les modalités d'utilisation de ce microphone sont définies dans une convention de mise à disposition qui conviendra également d'autoriser Monsieur le maire à signer et qui est jointe en annexe de la présente délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci pour le micro. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Je voulais savoir, moi, si les interventions des commerçants au micro ou des responsables d'associations, si ces interventions seront taxées au même titre que les annonceurs, puisqu'ils vont prendre de la place sur la bande passante. Donc, est-ce que la radio va facturer les interventions à chaque fois au micro? Non. Les interventions des associations, leur communication sont gratuites. En revanche, les annonceurs qui vendront leur service, leur commerce, eux, seront payants. Mais je pense qu'on a voté ceci il y a deux ou trois conseils précédents. Pardon? Oui. Donc, je vous propose... Oui, M. Ripoll. Je veux bien comprendre, donc l'utilisation de ces micros par les associations locales se fera indépendamment de la source radio qui émettra. Donc, par exemple, si c'est le jour du marché, on coupera les transmissions ou ils parleront pendant les transmissions. C'est ça, hein? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on branche le micro, ça coupe la transmission. Tout ça, c'est automatique, si vous voulez. Hein. Donc, ils veulent faire une annonce au marché pour annoncer un salon qu'ils tiennent à la salle des fêtes. Ils le feront et on leur aura prêté le micro la veille. Voilà. La raison pour laquelle il faut qu'ils donnent une caution, puisque le micro vaut 300 €. Voilà, donc je vous propose en délibéré de prévoir la mise à disposition du micro et la programmation musicale aux associations tauroises, de demander aux associations de verser un chèque de caution pour un montant de 300 € sur la régie pour l'allocation de matériel de réception et de salles municipales et pour la participation aux frais pour le prêt de véhicules correspondant à la valeur neuve du bien, et de m'autoriser à signer la convention d'utilisation. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Donc, nous avons terminé, je dirais, les rapports du conseil municipal. Nous avons 3 questions de la liste dynamique solidaire. Je vous en prie, je ne sais pas qui les lit, Madame Agoguet peut-être? Je vous en prie. Vous voulez que je les lise toutes d'un seul coup ou vous répondez à chaque fois? Oui. Alors, sur la propreté des rues, celle-ci s'est dégradée fortement ces derniers mois. Les excréments de chiens fleurissent tout le long de nos rues et chemins. Les abords du cimetière sont à cet écart déplorables. Que se passe-t-il? Question numéro 2. Quels sont les projets de logements sociaux prévus à la suite des programmes déjà engagés? Ça rejoint la délib de tout à l'heure sur le SCOT. La question numéro 3. Des centaines de Taurois ont signé la pétition vous demandant de revenir sur votre décision d'imposer un sens unique rue de la République. Avez-vous reçu les commerçants de notre commune à ce sujet? Je vous remercie de bien vouloir y répondre. Je vous remercie. Donc, je vais répondre à vos 3 questions. La première qui traite de la propreté des rues. Donc, dès la réception de votre courrier, et pour constater personnellement vos affirmations, nous nous sommes déplacés, notamment au cimetière, que vous qualifiez d'état déplorable. À notre étonnement, par rapport à votre courrier, nous avons eu la très grande satisfaction de constater que l'état d'entretien était très correct, que ce soit les abords de l'ancien et du nouveau cimetière, et que l'intérieur du cimetière était parfaitement tenu. Seul le point d'apport volontaire sud comportait quelques papiers, des capsules et un carton coincé entre le mur et les bacs. Il s'agit là des conséquences du manque de respect citoyen de certains incorrigibles. Pour ce qui concerne le reste de la voirie,
nous avons constaté cet été beaucoup de dépôts sauvages aux abords des points d'apport volontaires et nous avons mis des actions d'enlèvement et de vidange de bacs beaucoup plus fréquentes. Tenir la ville propre à ces moments-là est un enjeu difficile. Nous avons mis en œuvre des dispositions nouvelles avec des distributeurs concernant les déjections canines. La pose d'ailleurs de distributeurs supplémentaires est prévue d'ici la fin de l'année. Il a pu arriver qu'en raison des congés et des arrêts maladie du personnel affectés au service voirie, nous ayons connu une baisse d'activité, nettoyage, sur une période très courte et période à la fois chargée en visites touristiques et fréquentation des trottoirs plus importante qu'habituellement. Mais, si vous me permettez, rien à voir avec vos écrits alarmistes et totalement exagérés par rapport à la réalité. Nous n'avons reçu aucune plainte à ce sujet et je vous avoue que la seule plainte reçue était liée au nettoyage dit excessif, tel qu'on me l'a écrit, et notamment trop tôt les lendemains de fête, comme il est difficile de contenter tout le monde. Nous vous invitons donc à nous faire remonter les anomalies constatées en utilisant le canal « Allô, monsieur le maire », en y joignant des photos, ce qui nous permettra de réagir instantanément dans l'intérêt de tous et de la commune. Pour ce qui concerne les logements sociaux, nous venons d'arrêter le PLU, qui a été voté en conseil municipal en mars dernier. Ce document détaille de façon très précise les projets de logements sociaux prévus pour les années à venir. Vous aviez d'ailleurs émis à cette époque une insatisfaction sur le nombre de logements sociaux inscrits. Donc, vous en avez bien eu connaissance. Il peut être utile de rappeler que notre commune possède aujourd'hui 262 logements sociaux, dont 16 ont été inaugurés en 2003, et précédemment, il faut remonter à 1986, pour ne pas dire Mathusalem. 24 ont été inaugurés lors de la précédente mandature, 61 nouveaux ont été ouverts depuis le 30 avril 2014 et 182 seront ouverts d'ici la fin de la présente mandature. Je rappelle que 122 logements sociaux sont inscrits sur les courts termes, 2017 et 2019, et 215 sur le moyen terme, 2020 et 2025. Pour que votre information soit complète, nous vous adressons à nouveau la liste des programmes en annexe à cette réponse. C'est l'extrait intégral du document du PLU avec les localisations, le nombre, les dates, et qui sera porteur en tant qu'organisme gestionnaire. La troisième question qui concerne la rue de la République. Conformément aux nombreuses publications et communications faites et renouvelées, nous rappelons un certain nombre de points. Premièrement, la mise en sens unique de la rue de la République est un test qui se déroule de juillet à octobre 2017. L'objectif est d'analyser les comportements des automobilistes avant de clôturer le projet et le programme de rénovation du centre-ville. En 2016, nous avons tenu plusieurs rencontres avec des taurois et les commerçants ont tous été invités à participer aux travaux liés à l'étude du centre-ville. Un certain nombre de commerçants y ont participé. Ces groupes de travail ont fait l'objet de comptes rendus qui ont bien précisé la mise en place de tests à sens unique. En juin 2017, nous avons tenu une réunion des habitants centre-ville à laquelle étaient conviés les commerçants. Certains étaient présents, mais pas tous. Et nous avons annoncé la mise en place du test avec les dates. Enfin, en début juillet 2017, nous avons organisé une réunion spécifique et réservée aux commerçants et nous leur avons fourni les éléments du dossier avec les raisons objectives liées à la réalisation du test. De même, en juillet, la revue municipale Écho du Beffroi détaillait le projet. Enfin, tout début septembre, nous avons répondu à un interview du journal La Provence expliquant clairement et de façon détaillée les raisons de réalisation de ce test et les options qui s'ouvraient à la commune à la fin du test. Vous parlez de la pétition, donc nous nous étonnons qu'une pétition ait pour titre « Non à la fermeture du pont ». Nous n'avons jamais envisagé la fermeture du pont, et pourquoi n'ont-ils pas écrit « Non à la démolition de l'église » ? N'y a-t-il pas avec ce titre une volonté manifeste d'induire en erreur le lecteur pour le faire signer ?
Une pétition est un élément de démocratie respectable et que nous respectons. Encore faut-il y mettre un minimum de sérieux et de méthode pour être crédible. À date, cette pétition, avec ses résultats, n'a pas été portée à notre connaissance. Voilà, le conseil municipal est terminé. Les questions orales ne prêtent pas à débat. Je m'en excuse, ça fait partie du règlement du conseil municipal, mais je veux bien en discuter avec vous tout à l'heure si vous le souhaitez. Merci bien.